Bonsoir à tous, bienvenue sur le canapé de Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis votre lectrice ce soir et je suis ravie d'être là pour vous faire découvrir, parce que je doute, enfin peut-être, que vous connaissez ce roman, Germinie Lacerteux des frères Goncourt, un roman extrait du naturalisme, un roman du 19e siècle, publié donc par Jules et Edmond, qui avaient l'habitude parfois de d'écrire ensemble. Alors cette histoire est un peu sombre, je préfère vous prévenir. Il s'agit du quotidien et de la descente aux enfers du personnage de Germinie, qui a été inspiré par celui de la femme de chambre des frères Goncourt à l'époque. Alors elle a encore, oh là là, quelle faute, elle a encore que 24 ans. Elle a passé beaucoup de temps à l'église, en compagnie d'un prêtre, et elle vient d'apprendre le décès de sa sœur. Alors que doit-elle faire? Aller soutenir son beau-frère ou rester avec sa famille, celle pour laquelle elle travaille en tant que femme de chambre? Nous allons découvrir sa décision dans le chapitre 7 que j'entame pour vous. Vous savez, vous pouvez réagir dès à présent avec le hashtag VBN. J'attends vos réactions. Vers ce temps, au bout de la rue, une petite crèmerie sans affaires changeait de propriétaire à la suite de la vente du fonds par autorité de justice. La boutique était restaurée, on la repeignait. Les vitres de la devanture s'ornaient d'inscriptions en lettres jaunes, des pyramides de chocolat de la compagnie coloniale, des bols de café à fleurs, espacés de petits verres à liqueur, garnissaient les planches de l'étalage. À la porte, brillait l'enseigne d'un pot au lait de cuivre coupé par le milieu. La femme qui essayait de remonter ainsi la maison, la nouvelle crémière, était une personne d'une cinquantaine d'années, débordante d'embonpoint et gardant encore quelques restes de beauté à demi submergés sous sa graisse. On disait dans le quartier qu'elle s'était établie avec l'argent d'un vieux monsieur qu'elle avait servi jusqu'à sa mort dans son pays, près de Langres. Car il se trouvait qu'elle était payse de Germinie, non du même village, mais d'un petit endroit à côté, et sans s'être jamais rencontrée ni vue là-bas, elle et la bonne de mademoiselle se connaissaient de nom et avaient le rapprochement de connaissances communes, de souvenirs des mêmes lieux. La grosse femme était complimenteuse, doucereuse, caressante. Elle disait « ma belle » à tout le monde, faisait la petite voix et jouait l'enfant avec la langueur dolente des personnes corpulentes. Elle détestait les gros mots, rougissait, s'effarouchait pour un rien. Elle adorait les secrets, tournait tout en confidence, faisait des histoires, parlait toujours à l'oreille. Sa vie se passait à bavarder et à gémir. Elle plaignait les autres, elle se plaignait elle-même. Elle se lamentait sur ses malheurs et sur son estomac. Quand elle avait trop mangé, elle disait dramatiquement « je vais mourir ». Et rien n'était aussi pathétique que ses indigestions. C'était une nature perpétuellement attendrie et larmoyante. Elle pleurait indistinctement pour un cheval battu, pour quelqu'un qui était mort, pour du lait qui avait tourné. Elle pleurait sur les faits divers des journaux, elle pleurait en voyant passer des passants. Germinie fut bien vite séduite et apitoyée par cette crémière câline, bavarde, toujours émue, appelant à elle l'expansion des autres et paraissant si tendre. Au bout de 3 mois, presque rien n'entrait chez mademoiselle, qui ne vint chez la mère Jupillon. Germinie s'y fournissait de tout ou à peu près. Elle passait des heures dans la boutique. Une fois là, elle avait peine à s'en aller. Elle restait et ne pouvait se soulever. Une lâcheté machinale la retenait. Sur la porte, elle causait encore pour n'être pas encore partie. Elle se sentait attachée chez la crémière par l'invisible charme des endroits où l'on revient sans cesse et qui finissent par vous étreindre comme des choses qui vous aimeraient. Et puis la boutique, pour elle, c'était les 3 chiens,
les 3 vilains chiens de Madame Jupillon. Elle les avait toujours sur les genoux. Elle les grondait, elle les embrassait, elle leur parlait. Et quand elle avait chaud de leur chaleur, il lui passait dans le bras du cœur des contentements d'une bête qui se frotte à ses pieds. La boutique, c'était encore pour elle toutes les histoires du quartier, le rendez-vous des cancans, la nouvelle du billet non payé, par celle-ci de la voiture de fleurs, apportée à celle-là, un endroit à l'affût de tout et où tout entrait jusqu'au peignoir de dentelle, allant en ville sur les bras d'une bonne. Tout à la longue la liait. Son intimité avec la crémière se resserrait par tous les liens mystérieux des amitiés des femmes du peuple. Par le bavardage continuel, l'échange journalier des riens de la vie, les conversations pour parler, le retour du même bonjour et du même bonsoir, le partage des caresses aux mêmes animaux, les sommeils côte à côte et chaise contre chaise. La boutique finit par devenir son lieu d'accoquinement, un lieu où sa pensée, sa parole, ses membres même et son corps trouvaient des aises merveilleuses. Le bonheur arriva à être pour elle ce moment où le soir, assise et somnolente, dans un fauteuil de paille, auprès de la mère Jupillon endormie, ses lunettes sur le nez, elle berçait les chiens roulés en boule dans la jupe de sa robe et, tandis que la lampe, prête à mourir, pâlissait sur le comptoir, elle restait, laissant son regard se perdre et s'éteindre doucement, avec ses idées au fond de la boutique, sur l'arc de triomphe en coquille d'escargot, relié de vieilles mousses, sous l'arc duquel était un petit Napoléon de cuivre. Chapitre 9. Madame Jupillon, qui disait avoir été mariée et signée veuve Jupillon, avait un fils. C'était encore un enfant. Elle l'avait mis à Saint-Nicolas, dans cette grande maison d'éducation religieuse où, pour 30 francs par mois, une instruction rudimentaire et un métier sont donnés aux enfants du peuple, à beaucoup d'enfants naturels. Germinie prit l'habitude d'accompagner le jeudi Madame Jupillon lorsqu'elle allait voir Bibi. Cette visite devint pour elle une distraction et une attente. Elle faisait dépêcher la mère, arrivait en avance à l'omnibus et elle était toute contente d'y monter avec son gros panier de provisions sur lequel elle croisait ses bras pendant la route. Là-dessus, il arriva à la mère Jupillon un mal à la jambe, un anthrax qui l'empêcha de marcher pendant près de 18 mois. Germinie alla seule à Saint-Nicolas et comme elle était prompte et facile à se donner aux autres, elle s'occupa de cet enfant comme s'il lui tenait par quelque chose. Elle ne manquait pas un jeudi et arrivait toujours les mains pleines de la desserte de la semaine, de gâteaux, de fruits, de sucreries qu'elle achetait. Elle embrassait le gamin, s'inquiétait de sa santé, tâtait s'il avait son gilet de tricot sous sa blouse, le trouvait trop rouge d'avoir couru, lui essuyait la figure avec son mouchoir et lui faisait montrer le dessous de ses souliers pour voir s'il n'était pas troué. Elle lui demandait si on était content de lui, s'il faisait bien ses devoirs, s'il avait eu beaucoup de bons points. Elle lui parlait de sa mère et lui recommandait de bien aimer le bon Dieu. Et jusqu'à ce que la cloche de 2 heures sonnât, elle se promenait avec lui dans la cour. L'enfant lui donnait le bras, tout fier d'être avec une femme mieux habillée que la plupart de celles qui venaient, avec une femme en soie. Il avait envie d'apprendre le flageolet. Cela ne coûtait que 5 francs par mois, mais sa mère ne voulait pas les donner. Germinie, en cachette, lui apporta chaque mois les 100 sous. C'était une humiliation pour lui. Quand il sortait en promenade, et les 2 ou 3 fois par an qu'il venait chez sa mère, de porter la petite blouse d'uniforme, à sa fête, une année, Germinie déplia devant lui un gros paquet. Elle lui avait fait faire une tunique, à peine si dans toute la pension, 20 de ses camarades étaient de familles assez aisées pour en porter. Elle le gâta ainsi quelques années, ne le laissant souffrir du désir de rien, flattant dans l'enfant pauvre les caprices.
les caprices, les orgueils de cet enfant riche, lui adoucissant les privations et les duretés de cette école professionnelle qui forme à la vie ouvrière, porte la blouse, mange à l'assiette de faïence brune et trempe à son mal apprentissage le peuple pour le travail. Cependant, le garçon grandissait. Germinie ne s'en apercevait pas. Elle le voyait toujours enfant. Par habitude, elle se baissait toujours pour l'embrasser. Un jour, elle fut appelée devant l'abbé qui dirigeait la pension. L'abbé lui parla de renvoyer le jeune Jupillon. Il s'agissait de mauvais livres surpris entre ses mains. Germinie, tremblante à l'idée des coups qui attendaient l'enfant chez sa mère, pria, supplia, implora. Elle finit par obtenir de l'abbé la grâce du coupable. En redescendant, elle voulut gronder Jupillon, mais au premier mot de sa morale, Bibi lui jeta tout à coup en plein visage un regard et un sourire où il n'y avait plus rien de l'enfant qu'il était hier. Elle baissa les yeux et ce fut elle qui rougit. 15 jours se passèrent sans qu'elle ne revînt à Saint-Nicolas. Dans le temps où le fils Jupillon sortit de sa pension, la bonne d'une femme entretenue qui demeurait au-dessous de mademoiselle venait quelquefois passer la soirée chez madame Jupillon avec Germinie. Originaire de ce grand-duché de Luxembourg qui fournit Paris de cochers, de coupés et de bonnes de Lorette, cette fille était ce que l'on appelle populacièrement une grande bringue. Elle avait un air de cavale, des sourcils de porteur d'eau, des yeux fous. Elle se mit bientôt à venir tous les soirs. Elle payait des gâteaux et des petits verres à tout le monde, s'amusait à faire gaminer le petit Jupillon, jouait avec lui à des jeux de main, s'asseyait sur lui, lui jetait au nez qu'il était beau, le traitait en enfant et le plaisantait en polissant de n'être pas encore un homme. Le jeune garçon heureux et tout fier de ces attentions de la première femme qui s'occupait de lui, laissait voir au bout de peu de temps ses préférences pour Adèle. Ainsi s'appelait la nouvelle venue. Germinie était passionnément jalouse. La jalousie était le fond de sa nature. C'était la lie et l'amertume de ses tendresses. Ceux qu'elle aimait, elle voulait les avoir tout à elle. Les posséder absolument. Elle exigeait qu'ils n'aimassent qu'elle. Elle ne pouvait admettre qu'ils pussent distraire et donner à d'autres la moindre parcelle de leur affection. Cette affection, depuis qu'elle l'avait méritée, n'était plus à eux. Ils n'étaient plus maîtres d'en disposer. Elle détestait les gens que sa maîtresse avait l'air de recevoir mieux que les autres et d'accueillir intimement. Par sa mine de mauvaise humeur et son air rechigné, elle avait éloigné, à peu près chassé de la maison, 2 ou 3 vieilles amies de mademoiselle dont les visites la faisaient souffrir. Comme si ces vieilles femmes venaient dérober quelque chose dans l'appartement, lui prendre un peu de sa maîtresse. Des gens qu'elle avait aimés lui étaient devenus odieux. Elle n'avait pas trouvé qu'ils l'aimaient assez. Elle les haïssait pour tout l'amour qu'elle avait voulu d'eux. En tout, son cœur était exigeant et despote. Donnant tout, il demandait tout. Dans ses affections, au moindre indice de refroidissement, au moindre signe de partage, elle éclatait et se dévorait, passait des nuits à pleurer, prenait le monde en exécration. Voyant cette femme s'installer dans la boutique, se familiariser avec le jeune homme, toutes les jalousies de Germinie s'inquiétèrent et se retournèrent en rage. Sa haine se souleva et se révolta avec son dégoût contre cette créature affichée, éhontée, que l'on voyait le dimanche attablée sur les boulevards extérieurs avec des militaires et qui avait le lundi des bleus au visage. Elle employa tout pour la faire éloigner par madame Jupillon. Mais c'était une des meilleures pratiques de la crèmerie et de la crémière qui se refusa tout doucement à l'écarter. Germinie se retourna vers le fils, lui dit que c'était une malheureuse, mais cela ne fit qu'attacher le jeune homme à cette vilaine femme
dont la mauvaise réputation la flattait. D'ailleurs, il avait les cruelles taquineries de la jeunesse et il redoublait d'amabilité auprès d'elle, rien que pour voir le nez que faisait Germinie et jouir de la désoler. Bientôt, Germinie s'aperçut que cette femme avait des intentions plus sérieuses qu'elle ne se l'était d'abord imaginé. Elle comprit ce qu'elle voulait de cet enfant, car c'était toujours un enfant pour elle que ce grand jeune homme de 17 ans. Dès lors, elle s'attacha à leurs pas, elle ne les quitta plus, elle ne les laissa pas un moment seuls, elle se mit dans leur partie au théâtre, à la campagne, entra dans toutes leurs promenades, fut toujours présente et gênante, essayant de retenir la bonne, de lui rendre la pudeur avec un mot à voix basse. « Un enfant, tu n'as pas honte ?» lui disait-elle. L'autre, comme à une bonne farce, partait d'un gros rire. Dans ses sorties de spectacles animés, échauffées par la fièvre de la représentation et l'excitation du théâtre, dans ses retours de la campagne, chargés du soleil de tout le jour, grisés de ciel et de grand air, fouettés du vin et du dîner, au milieu des jeux et des libertés auxquelles s'enhardissent à la nuit les ivresses de plaisir, les joies de ripaille et les sens en goguette de la femme du peuple, Germinie essayait d'être toujours entre la bonne et Jupillon. Elle tâchait à chaque minute de rompre ses amours, bras dessus, bras dessous, de les délier, de les désaccoupler sans se lasser. Elle les séparait, les retirait continuellement l'un de l'autre. Elle mettait son corps entre ses corps qui se cherchaient. Elle se glissait entre ses gestes qui voulaient se toucher. Elle se glissait entre ses lèvres tendues et ses bouches qui s'offraient. Mais de tout ce qu'elle empêchait, elle avait l'effleurement et l'atteinte. Elle sentait le frôlement de ses mains qu'elle séparait de ses caresses, qu'elle arrêtait au passage et qui se trompait en s'égarant sur elle. Des baisers qu'elle dénouait, il lui passait contre la joue le souffle et l'haleine, sans le vouloir et troublée d'une certaine horreur. Elle se mêlait aux étreintes. Elle prenait une part des désirs dans ce frottement, et cette lutte qui diminuait chaque jour autour de sa personne, le respect et la retenue du jeune homme. Il arriva qu'un jour, elle fut moins forte contre elle-même qu'elle n'avait été jusque-là. Cette fois, elle ne se déroba pas si brusquement aux avances. Jupillon sentit qu'elle s'y arrêtait. Germinie le sentit mieux que lui, mais elle était à bout d'efforts et de tourments, épuisée de souffrir. Cet amour d'une autre, qu'elle avait détourné de Jupillon, elle se l'était lentement entrée, tout entier dans le cœur. Maintenant, il y était enfoncé et, toute saignante de jalousie, elle se trouvait affaiblie, sans résistance, défaillante comme une personne blessée à mort, devant le bonheur qui lui venait. Pourtant, elle repoussa les tentatives, les hardiesses du jeune homme, sans rien dire, sans parler. Elle ne songeait pas à lui appartenir autrement, ni à se livrer davantage. Elle vivait de la pensée d'aimer, croyant qu'elle en vivrait toujours. Et dans le ravissement qui lui soulevait l'âme, elle écartait sa chute et repoussait ses sens. Elle demeurait frémissante et pure, perdue et suspendue dans des abîmes de tendresse, ne goûtant et ne voulant de l'amant que la caresse, comme si son cœur n'était fait que pour la douceur d'embrasser. Cet amour heureux et non satisfait produisit dans l'être physique de Germinie un singulier phénomène physiologique. On aurait dit que la passion qui circulait en elle renouvelait et transformait son tempérament lymphatique. Il ne lui semblait plus puiser la vie comme autrefois, goutte à goutte, à une source avare, une force généreuse et pleine lui coulait dans les veines. Le feu d'un sang riche lui courait dans le corps. Elle sentait une chaude santé la remplir et lui passait des joies de vivre qui battaient des ailes dans sa poitrine, comme un oiseau dans du soleil. Une merveilleuse animation lui était venue. La misérable énergie nerveuse qui la soutenait avait fait place à une activité bien portante, à une allégresse bruyante, remuante, débordante. Elle ne connaissait plus ses anciennes faiblesses.
L'accablement, la prostration, l'assoupissement, les molles paresses, ces matins si lourds et si engourdis étaient aujourd'hui des réveils vifs et clairs qui s'ouvraient en une seconde à la gaieté du jour. Elle s'habillait en hâte, folâtrement, ses doigts prestes allaient tout seuls. Et elle s'étonnait d'être si vive, si pleine d'entrain à ces heures défaillantes de l'avant-déjeuner, où elle s'était sentie si souvent le cœur sur les lèvres. Et toute la journée, c'était en elle la même bonne humeur du corps, la même gaieté dans le mouvement. Il lui fallut toujours aller marcher, courir, agir, se dépenser. Par instants, ce qu'elle avait vécu lui paraissait éteint. Les sensations d'être qu'elle avait éprouvées jusque-là se reculaient pour elle dans le lointain d'un songe et dans le fond d'une mémoire endormie. Le passé était derrière elle, comme si elle l'avait traversé avec le voile d'un évanouissement et l'inconscience d'un somnambule. C'était la première fois qu'elle avait le sentiment, l'impression à la fois âpre et douce, violente et divine, du jeu de la vie éclatant dans sa plénitude, sa régularité, sa puissance. Un jour, en entrant dans la cuisine de Germiny, mademoiselle vit un peu de terre dans une boîte à cigares posée dans le plomb. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui dit-elle. « C'est du gazon que j'ai semé. »« Pour voir, » fit Germiny. « Tu aimes donc le gazon maintenant ? Il ne te manque plus que d'avoir des serins. » Et c'est la fin de ce chapitre 10 de Germiny Lacerteux. Et je crois que c'est Lionel qui poursuivra cette lecture dès votre prochain voyage sur D8. Alors, je vous prie de remercier avec moi l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Je vous prie aussi de vous rendre sur mon blog somethingaboutVictoria.com pour suivre toute mon actualité artistique. Et puis, si vous souhaitez voir ces émissions en replay, rendez-vous sur le site d8.tv. On attend vos réactions avec le hashtag VBN. N'hésitez pas à tweeter, à nous envoyer des messages sur la page Facebook de l'émission. Je serai ravie de vous répondre et de vous lire. Merci pour votre fidélité à Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une belle journée sur D8 et à bientôt.